En 1941, les ingénieurs américains ont ri aux spécifications du chasseur japonais Zero. Ils disaient qu'il était impossible de construire un tel appareil. Quelques mois plus tard, ce même avion dominerait les cieux du Pacifique, détruisant tout sur son passage. Voici l'histoire de comment l'arrogance occidentale a rencontré la réalité et a failli perdre la guerre. En 1937, l'Empire du Japon émet une spécification révolutionnaire pour la marine impériale. Ils veulent un chasseur capable de voler plus de 2000 km, d'atteindre 500 km par heure et de surpasser en maniabilité tous les avions existants. Pour l'Occident, c'est une blague. Les ingénieurs britanniques et américains affirment que les lois de la physique rendent ce projet impossible. On peut avoir la vitesse, ou la maniabilité, ou l'autonomie, jamais les trois ensemble. À Tokyo, l'ingénieur Jiro Horikoshi accepte le défi. Chez Mitsubishi, son équipe travaille jour et nuit dans le secret absolu. Leur solution est radicale, éliminer tout poids superflu. Pas de blindage pour le pilote, pas de protection pour les réservoirs de carburant, utilisation massive d'un nouvel alliage léger appelé Extra Super Duralumine. Chaque gramme compte. Le résultat, un appareil de 1680 kg à vide, équipé d'un moteur Nakajima Sakae de 940 chevaux. Le premier prototype décolle le 1er avril 1939. Pendant ce temps, en Chine, les pilotes du Flying Tigers de Claire Chennault affrontent un chasseur mystérieux. Dans leur rapport, ils décrivent un avion capable de monter à 10 000 mètres en 7 minutes, de virer à 180 degrés sans perdre d'altitude et de poursuivre leur P-40 jusqu'à épuisement de leur carburant. Les analystes américains rejettent ces rapports. Ils affirment que les pilotes ont surestimé les capacités ennemies sous le stress du combat. L'aviation japonaise, pense-t-il, n'est qu'une copie inférieure des designs occidentaux. Cette erreur d'évaluation coûtera des milliers de vies. En juillet 1940, le Mitsubishi A6M2 Type 0 entre officiellement en service. Son nom vient de l'année impériale 2600 du calendrier japonais. Les Américains l'appelleront simplement 0. À Washington, les services de renseignement reçoivent des photos floues de l'appareil. Leur conclusion, vitesse maximale estimée à 430 km par heure, rayon d'action de 800 km. Ils se trompent de plus de 100 km par heure et de 1200 km. Cette sous-estimation sera catastrophique. Le 13 septembre 1940, 13-0 escorte des bombardiers au-dessus de Chongqing. Ils rencontrent 27 chasseurs chinois I-15 et I-16. En moins de 30 minutes, tous les appareils chinois sont abattus. Les Zéros rentrent à la base sans une seule perte. Ce massacre aérien aurait dû alerter le monde, mais personne n'écoute. L'Occident reste convaincu de sa supériorité technologique. Cette arrogance va bientôt se fracasser contre la réalité du Pacifique. Laissez un commentaire avec le mot 0 et abonnez-vous à l'énigme militaire pour découvrir comment ce chasseur a changé le cours de la guerre. Ne ratez pas la suite, l'histoire devient encore plus incroyable. Le dimanche 7 décembre 1941, à 6 heures du matin, 6 porte-avions japonais se trouvent à 370 km au nord de Oahu. Sur les ponts du Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku et Tsuikaku, 1833 appareils attendent le signal. Parmi eux, 43 0 A6M2 du type 21, pilotés par les meilleurs aviateurs de la marine impériale. Leur mission, établir la suprématie aérienne au-dessus de Pearl Harbor. À 6h15, le commandant Mitsuo Fuchida donne l'ordre. Les moteurs Nakajima rugissent. La première vague décolle dans l'obscurité pré-aube. À Pearl Harbor, les radars de la station d'Opana détectent les appareils à 7h02. L'opérateur de service signale un grand nombre d'avions approchant du nord. L'officier de permanence pense qu'il s'agit de B-17 attendus de Californie. Il ignore l'alerte. À 7h48, les premiers Zéros surgissent au-dessus de la base navale de Hickam Field et de Wheeler Field. Les avions américains sont alignés aile à aile sur les pistes, regroupés pour faciliter leur surveillance contre le sabotage. Ils sont des targets parfaites. Les pilotes américains qui parviennent à atteindre leur cockpit découvrent un cauchemar. Les P-40 Warhawk et P-36 Hawk, les meilleurs chasseurs disponibles ce matin-là, sont complètement dépassés. Le lieutenant George Welch et le second lieutenant Kenneth Teller décollent d'Aleiva dans leur P-40. Welch abat 2-0, mais son appareil est criblé de balles. Il déclare plus tard « Ils viraient à l'intérieur de nous à chaque fois. Leur vitesse de montée était supérieure. Nous ne pouvions pas les suivre. »
Le Zéro montre sa supériorité technique écrasante. Avec un taux de roulisse de 3,5 secondes pour un tour complet, il surclasse le P-40 qui requiert 4,8 secondes. Son canon type 99 de 20 mm peut perforer le blindage des appareils américains à 400 mètres. Ses deux mitrailleuses type 97 de 7,7 mm complètent l'armement. Les pilotes japonais utilisent une tactique appelée Hineri-komi, un roulisse rapide suivi d'un piqué vertical impossible à suivre pour les chasseurs alliés. Sur les 355 appareils japonais engagés dans les deux vagues d'attaque, seulement 29 sont perdus. Parmi les zéros, les pertes sont minimes, 9 appareils totaux. En comparaison, l'US Army Air Force perd 188 avions détruits au sol et 159 démagés. L'US Navy perd 31 avions. Mais les chiffres ne racontent pas qu'une partie de l'histoire. Ce qui se passe dans les cieux ce matin-là brise le mythe de la supériorité aérienne américaine. Les pilotes survivants rapportent un adversaire techniquement supérieur, mieux entraîné et équipé d'un matériel qu'ils ne peuvent égaler. À 9h45, la dernière vague japonaise retourne vers les porte-avions. Dans leur sillage, Pearl Harbor brûle. 8 cuirassés américains sont coulés ou démagés. Mais le véritable coup stratégique est psychologique. Les pilotes américains savent désormais qu'ils font face à un ennemi redoutable. Le Zéro vient d'annoncer son arrivée de la manière la plus spectaculaire possible. Et ce n'est que le début. Dans les 6 mois qui suivent Pearl Harbor, le Zéro établit un record de domination aérienne rarement égalé dans l'histoire militaire. Le 8 décembre 1941, 50 Zéros du 3e Kokutai attaquent les bases aériennes de Clark Field et Iba aux Philippines. En 2 heures, l'US Far East Air Force perd 86 appareils, dont 18 B-17 détruits au sol. Les P-40E du 24e Pursuit Group tentent d'intercepter, mais sont massacrés. Le ratio de perte est de 1-0 pour 10 appareils alliés abattus. Le 10 décembre, au large de la Malaisie, les Zéros escortent les bombardiers Mitsubishi G3M qui coulent le cuirassé HMS Prince of Wales et le croiseur de bataille HMS Repulse. C'est la première fois dans l'histoire que des navires de guerre majeurs en mouvement sont coulés uniquement par des attaques aériennes. Les chasseurs britanniques Brewster Buffalo, basés à Singapour, ne peuvent même pas intercepter la formation. Leur vitesse maximale de 517 km/h est insuffisante face aux 534 km/h du Zéro. À Java, en février 1942, les pilotes néerlandais des CNIL M-Hill sur leur Curtiss CW-21 développent une tactique de survie. Si vous voyez un Zéro à votre altitude, considérez que vous êtes en infériorité numérique et rentrez à la base. Ce n'est pas du défaitisme, c'est du pragmatisme. Le taux de victoire des Zéros atteint des sommets vertigineux. Dans les combats au-dessus de Java, les pilotes japonais revendiquent un ratio de 15-1. Les archives confirment des chiffres proches de 12-1. C'est une hécatombe. Cette domination absolue semble invincible, mais un événement inattendu va tout changer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le secret qui a inversé la guerre. En Birmanie, les pilotes américains du Flying Tigers adoptent la tactique Boom and Zoom développée par Claire Chennault. Attaquer depuis le haut avec vitesse, tirer en piqué et fuir avant l'engagement tournoyant. C'est la seule méthode qui fonctionne. Mais elle demande une discipline parfaite. Un seul pilote qui tente de tournoyer avec un Zéro est un pilote mort. Le lieutenant Robert Neal déclare « Le Zéro peut vous suivre dans n'importe quelle manœuvre. Votre seul espoir est de ne jamais entrer dans son jeu. » À Port Moresby, en Nouvelle-Guinée, les P-39 Airacobra australiens et américains affrontent les Zéros du Tainan Kokutai, l'unité d'élite commandée par le légendaire Saburo Sakai. Le P-39, conçu pour l'interception à basse altitude, est complètement inadapté. Son canon de 37 mm est puissant, mais son taux de montée est pathétique. Sakai lui-même abattra 28 appareils alliés en 3 mois. Il décrira plus tard le P-39 comme une cible facile qui ne pouvait ni grimper, ni virer, ni fuir. Le mythe de l'invincibilité du Zéro atteint son apogée en mai 1942, lors de la bataille de la mer de Corail. Bien que tactiquement indécise, la bataille prouve que les Zéros dominent toujours les cieux. Mais les Américains apprennent. Ils notent chaque détail, chaque faiblesse. Les pilotes survivants transmettent leurs observations. Le Zéro n'a pas de blindage. Ses réservoirs ne sont pas auto-obturants. Il devient vulnérable au-dessus de 6000 mètres. Ces informations sont précieuses. Mais ce qui change vraiment tout, c'est ce qui va se passer sur une île isolée des Aleutiennes. Le 4 juin 1942, pendant que la bataille de Midway fait rage au centre du Pacifique, une opération de diversion se déroule au nord. Les porte-avions légers Ryujio et Junyo lancent une attaque sur Dutch Harbor, en Alaska.
L'objectif, détourner l'attention américaine et établir des bases dans les îles Aleutiennes. Parmi les pilotes se trouve le Petty Officer First Class Tadayoshi Koga, 19 ans, un aviateur prometteur du Tainan Kokutai, volant sur un 0 à 6e2 modèle 21, numéro de série 4593. À 16h40, après avoir mitraillé les installations de Dutch Harbor, l'escadrille de Koga est prise sous feu anti-aérien. Un projectile de calibre 50 traverse le panneau inférieur du 0 de Koga, sectionnant une conduite de retour d'huile. Le moteur continue de tourner, mais la pression d'huile chute rapidement. Koga active sa radio et signale qu'il doit effectuer un atterrissage d'urgence. Son ailier, le Petty Officer Tsuguo Shikada, accuse réception. Les ordres sont clairs. En cas d'atterrissage forcé, détruire l'appareil pour éviter la capture. Koga se dirige vers l'île Akutan, désignée comme point de récupération d'urgence. À 17h10, Koga repère ce qui semblait un champ herbeux plat sur Akutan. En réalité, c'est un marécage de toundra spongieuse d'orgée. Il abaisse les trains d'atterrissage, réduit sa vitesse à 110 km/h et commence sa descente. Le 0 touche le sol. Instantanément, les roues s'enfoncent dans la mousse saturée d'auto. L'appareil bascule violemment vers l'avant, le nez percute le sol. Koga, non attaché selon la coutume des pilotes japonais pour faciliter une évacuation rapide, est projeté contre le tableau de bord. Son cou se brise net, il meurt sur le coup. Shikada effectue 2 passages au-dessus de l'épevage. Il voit le 0 à l'envers, le train d'atterrissage pointant vers le ciel. Aucun mouvement, aucun signal de Koga. Selon le protocole strict, Shikada devrait mitrailler l'appareil pour le rendre inutilisable. Mais Koga pourrait être blessé et inconscient à l'intérieur. Shikada prend une décision fatale. Il épargne l'appareil en espérant que Koga est vivant et sera récupéré par sous-marin. Il marque les coordonnées et rentre au porte-avions. Le Japon ne reviendra jamais chercher Koga. L'île est considérée trop dangereuse, trop proche des bases américaines. 5 semaines passent. Le 10 juillet 1942, un équipage de PBK Lancet Navy survole Akutan lors d'une patrouille de routine. Le lieutenant William Tice note quelque chose d'inhabituel, une forme symétrique dans la toundra, camouflée par l'herbe qui a poussé autour. Il prend des photos. Le 15 juillet, une équipe d'exploration arrive par hydroavion. Il découvre le 0 presque intact. Le fuselin est dommagé, mais la structure est complète. Les ailes, le moteur, l'armement, les instruments, tout est récupérable. Ils trouvent également le corps de Koga toujours dans le cockpit. Il est enterré par plaisance sur place avec des honneurs militaires. Le 0 est démonté, emballé et expédié à San Diego à bord du USS Saint-Mihiel. Il arrive à la Naval Air Station North Island le 11 août 1942. Les ingénieurs de la section Technical Air Intelligence Unit ne peuvent pas croire leur chance. Pendant 2 ans, ils ont supplié pour obtenir un 0 intact. Maintenant, ils en ont un avec de mineurs dommages. L'appareil est immédiatement classé top secret. Son existence ne sera révélée qu'après la guerre, mais son impact commence immédiatement. Le 20 septembre 1942, après des réparations minutieuses, le 0 de Koga effectue son premier vol entre les mains d'un pilote américain. Le lieutenant-commandeur Eddie R. Sanders monte à 3000 mètres au-dessus de San Diego. Pendant 40 minutes, il teste chaque aspect de l'appareil. Vitesse en palier, taux de montée, rayon de virage, vitesse de décrochage, comportement en piqué. Chaque seconde de vol est chronométrée, mesurée, analysée. Ce que les ingénieurs découvrent confirme les rapports de combat et révèle des faiblesses critiques. Les tests révèlent que le 0 excelle entre le niveau de la mer et 5000 mètres. Son taux de montée de 15,7 mètres par seconde jusqu'à 3000 mètres surpasse tout chasseur allié de 1942. Son rayon de virage de 170 mètres à 300 km/h est imbattable. Mais au-delà de 6000 mètres, les performances se dégradent rapidement. Le moteur Nakajima Sakae, sans compresseur à 2 étages, perd 40% de sa puissance à haute altitude. La vitesse maximale en piqué est limitée à 660 km/h. Au-delà, les ailerons se bloquent et la structure menace de se disloquer. La faiblesse la plus critique est révélée lors des tests de résistance. L'absence totale de blindage pour le pilote signifie qu'une seule balle de calibre .50 au bon endroit peut tuer. Les réservoirs de carburant, fabriqués en aluminium sans revêtement auto-obturant, éclatent au premier impact. Un seul projectile incendiaire transforme le 0 en torche volante en moins de 5 secondes. La structure ultralégère en extra-super duralumine, bien que permettant une maniabilité extraordinaire, se désintègre sous les tirs concentrés.
Un P-40, même criblé de balles, peut rentrer à la base. Un 0 touché s'effondre sans un riome. Ces informations sont immédiatement transmises à toutes les unités de combat. De nouvelles tactiques sont standardisées dans un manuel confidentiel distribué en novembre 1942. Règle numéro 1. Ne jamais engager un combat tournoyant avec un 0 en dessous de 6000 mètres. Règle 2. Utiliser la supériorité en piqué des chasseurs américains. Attaquer depuis le haut à pleine vitesse, tirer en piqué et fuir en accélérant. Le 0 ne peut pas suivre au-delà de 600 km/h. Règle 3. Si poursuivi, piquer verticalement. Le 0 n'osera pas suivre de peur que sa structure se disloque. Parallèlement, les États-Unis déploient de nouveaux chasseurs conçus spécifiquement pour contrer le 0. Le Grumman F6 L4 entre en service en janvier 1943. Avec son moteur Pratt & Whitney R2800 de 2000 chevaux, il atteint 611 km/h et grimpe à 6000 mètres en 7,7 minutes. Son blindage protège le pilote. Ses 6 mitrailleuses Browning .50 peuvent déchirer un 0 en une rafale de 2 secondes. Le ratio de victoire du L4 atteindra 19-1 contre les 0. Le Chuntsvote F4U Corsair, déployé en février 1943, est encore plus redoutable. Sa vitesse maximale de 671 km/h en fait le chasseur embarqué le plus rapide de la guerre. Son taux de montée de 22,6 mètres par seconde surpasse le 0 de 43%. Les pilotes du Marine Corps développent la tactique Chuck Weave. 2 corsaires se couvrent mutuellement en formation croisée. Un 0 qui attaque l'un se retrouve dans la ligne de mire de l'autre. C'est imparable. Le ratio de victoire du corsaire dépassera 11-1. En 1944, le 0 est complètement dépassé. Les nouveaux modèles A6M5 et A6M6 tentent d'améliorer les performances, mais le design de base est obsolète. Le Japon manque de pilotes expérimentés. La plupart sont morts dans les combats précédents. Les nouveaux pilotes, formés en quelques mois au lieu de 2 ans, ne peuvent exploiter le potentiel du 0. Ils deviennent des proies faciles pour les Hellcats et Corsair pilotés par des vétérans aguerris. Le dernier chapitre de l'histoire du 0 est tragique. Entre octobre 1944 et août 1945, 1189 0 sont utilisés dans des attaques kamikazes. Le chasseur qui dominait autrefois les cieux du Pacifique par sa supériorité technique est réduit à une bombe volante pilotée par des adolescents désespérés. Des appareils comme le A6M5 sont modifiés pour terminer une bombe de 250 kg sous le fuselot. Il décolle avec juste assez de carburant pour un aller simple. C'est un gaspillage monumental de machines et de vies humaines. Le 15 août 1945, l'impérateur Hirohito annonce la capitulation du Japon. Sur 10 939 0 construits pendant la guerre, seulement quelques dizaines survivent. La plupart ont été détruits en combat, lors d'attaques kamikazes ou sabortés par leurs équipiers pour éviter la capture. Aujourd'hui, seuls 6 0 en état de vol existent dans le monde. Ils sont des reliques d'une époque où l'ingéniosité japonaise a créé le chasseur le plus redouté de son temps et où un seul appareil capturé a changé le cours d'une guerre. L'histoire du 0 nous enseigne qu'aucune supériorité technique n'est éternelle. Un seul appareil capturé a transformé l'invincible en vulnérable. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Partagez dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce documentaire, abonnez-vous à l'Énigme militaire. Nous explorons les secrets militaires qui ont changé l'histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle énigme militaire.